tous. Victor Julien, je suis interne d'anesthésie-réanimation aussi, en stage à Béclair, actuellement en 3e semestre. Et aujourd'hui, on va parler de l'utilisation locale de l'acide tranexamique. Le stage junior est encadré par le docteur Étienne Pujol. Et pour commencer, je vous propose déjà de recontextualiser un peu ce stage junior, comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question de la voie locale. Alors ça vient de deux éléments. D'un côté, du côté d'Étienne, qui a eu affaire à un jeune chirurgien orthopédiste qui lui a demandé de mettre de l'acide tranexamique en local à raison de 3 grammes sur une prothèse de hanche. Il a un peu interrogé déjà sur la dose et puis sur la quoi. Et moi, ça a été une fois ici à Bicêtre, sur une reprise de prothèse de hanche également, un patient qui avait des troubles de la coagulation un peu particuliers, qui avait conduit les hémostasiens à nous recommander de mettre à la fois la voie locale et également, à la fois la voie intraveineuse et également la voie locale, et toujours à raison de 3 grammes en local. Donc, dans les deux cas, ça nous a un peu interrogé et c'est ce qui a conduit à ce stage junior. Donc, pour commencer, je vous propose de faire un petit rappel sur le mécanisme d'action de l'acide tranexamique et puis qu'on revoie déjà les recommandations de son utilisation actuelle en intraveineux. Donc, l'acide tranexamique prend place dans la grande famille de la coagulation et de la fibrinolyse, qui, pour le rappel, est un équilibre lorsqu'il y a une brèche vasculaire entre, d'une part, la coagulation, aboutissant à la formation de la fibrine à travers notamment la thrombine, et puis d'autre part, la fibrinolyse, qui aboutit à la dégradation de la fibrine à travers la plasmine. L'acide tranexamique joue un rôle donc, du côté de la fibrinolyse, et plus particulièrement à l'étape de la plasmine, qui est en fait l'association du plasminogène et du tissu plasminogène activators, qui ensuite, par le récepteur à la lysine du plasminogène, va se fixer à la fibrine pour entraîner la dégradation de cette dernière et aboutir ainsi aux produits de dégradation de la fibrine, dont les plus importants sont les dédimères. L'acide tranexamique, lui, est un analogue du récepteur à la lysine du plasminogène, et il va donc empêcher la liaison de ce dernier à la fibrine. Il va inhiber un système d'inhibition de la fibrinolyse, il est donc plutôt procoagulant. Donc les recommandations actuelles de son utilisation en intraveineux, et on retrouve l'HAS en juillet 2022 sur la gestion du capital sanguin en pré, per, post-opératoire et en obstétrique, qui nous dit que l'utilisation prophylactique de l'acide tranexamique est recommandée pour diminuer le saignement et la transfusion, à la fois en chirurgie cardiaque et en chirurgie osseuse majeure, et que pour les autres types de chirurgie, il est possible d'utiliser l'acide tranexamique également en cas de risque hémorragique, que ce soit à visée prophylactique ou curative. Et dans le cadre d'une hémorragie sévère ou d'un choc hémorragique, il est également recommandé d'utiliser l'acide tranexamique dès que possible et quel que soit le type de chirurgie. Et dans ce cadre-là, les doses recommandées sont actuellement d'1 gramme intraveineux, éventuellement répété d'un 2e gramme. Si on se penche sur le versant un peu plus obstétrical et gynécologique, toujours sur l'utilisation intraveineuse, les recommandations se basent notamment sur cet essai de Topsoe dans l'American Journal Obstetric and Gynecology publié en 2016, qui comparait donc l'utilisation d'1 gramme intraveineux à l'incision dans le cadre d'hystérectomie programmée à un placebo. 332 patientes, ils ont mis en évidence une réduction des pertes sanguines, que ce soit estimée par le chirurgien ou par le poids. Alors des réductions assez modestes dans l'absolu, mais qui en fait, quand on regarde en relatif, ça représente presque un tiers de réduction des pertes sanguines, ce qui est quand même pas négligeable. De la même façon, en obstétrique, on s'intéresse à l'essai Woman du Lancet en 2017, un gros essai randomisé international, avec près de 20 000 patientes, comparant dans l'hémorragie du postpartum, que ce soit après voie basse ou césarienne, l'utilisation de l'acide tranexamique intraveineux à un placebo, à des doses de 1 gramme intraveineux, éventuellement répétées d'1 gramme s'il y avait persistance du saignement. Et ce qu'ils ont mis en évidence, eh bien, c'est une réduction de la mortalité par saignement de près de 19% chez les patientes traitées par acide tranexamique. Donc un critère de jugement quand même cliniquement très pertinent, avec un essai à la méthodologie solide. Donc, il faudrait se poser un peu la question maintenant de se dire, bon, pourquoi est-ce qu'on en viendrait à utiliser de la voie locale quand on a une voie intraveineuse qui fonctionne bien, qui est fait l'objet de recommandations consensuelles? Et ben, quand on regarde en fait une courbe de pharmacocinétique de l'utilisation de l'acide tranexamique intraveineux, on se rend compte qu'une injection unique d'1 gramme intraveineux produit en fait un pic de concentration plasmatique très important, avec une décroissance rapide qui conduit au bout de 4 heures. On a ici en abscisse le temps en ordonnée la concentration plasmatique d'acide tranexamique, une décroissance donc très rapide qui en fait en 4 heures repasse sous le seuil schématisé ici en pointillé du seuil d'efficacité thérapeutique décrit in vitro de l'acide tranexamique qui est de l'ordre de 10 mg par litre. Et si donc on répète l'injection d'1 gramme intraveineux comme c'est recommandé actuellement, on reproduit à peu près la même courbe de pharmacocinétique avec de nouveau un pic plasmatique
qui n'est pas dénué d'effets secondaires, comme on le verra un peu plus tard, et avec de nouveau une décroissance assez rapide, donc des taux qui redescendent assez rapidement sous le seuil d'efficacité thérapeutique. Alors l'alternative à ça, c'est l'IVSE, qui fait l'objet également de recommandations. Le deuxième gramme peut être passé en IVSE, ce qui, on peut supposer, fasse une courbe de pharmacocinétique de cet aspect-là, avec une résorption donc beaucoup plus lente, permettant de maintenir des taux plasmatiques au-dessus du seuil d'efficacité thérapeutique de manière prolongée. Mais ça nécessite l'utilisation d'un pouce-seringue électrique. Comme vous le savez, c'est des contraintes supplémentaires, et puis toujours le risque d'erreur médicamenteuse. Et donc c'est là qu'intervient la voie locale, avec l'étude Dawson dans Plastic and Reconstructive Surgery en 2019, qui, après avoir administré 1 gramme en local, ont mesuré les taux de concentration plasmique et se sont rendus compte qu'en fait, ça produisait une courbe de pharmacocinétique beaucoup plus écrasée, avec une absorption beaucoup plus lente, permettant de maintenir des taux de manière constante, de manière prolongée. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une courbe qui reste sous le seuil d'efficacité thérapeutique. Donc la question, ça va être de voir si ça a une efficacité ou pas. Ben, c'est ce qui a commencé par être c'est l'objet de cette première méta-analyse publiée par Kerr dans la Cochrane Library en 2013. Une méta-analyse avec 18 essais randomisés, 1650 patients, dans des chirurgies orthopédiques, cardiaques, ORL, rachidiennes, comparant donc l'utilisation en local de doses d'acide tranexamique allant de 250 mg jusqu'à 6 g à un placebo. Et ils ont mis en évidence une réduction des pertes sanguines chez les patients qui avaient reçu l'acide tranexamique, ainsi qu'une réduction du taux de transfusion, et ce, sans effet dose. De la même façon, si on regarde cette méta-analyse de Théo dans l'Annals of Surgery en 2021, qui regroupait donc 54 essais cliniques pour quelques 6000 patients, à la fois en chirurgie orthopédique et non orthopédique. Les doses d'acide tranexamique un peu moins extrêmes, on était de l'ordre de 0,5 à 3 grammes, et qui ont mis en évidence également une réduction de près de 70% de l'incidence de la transfusion chez les patients avec acide tranexamique. Alors là, on était sur de la comparaison par rapport à un placebo. On peut maintenant essayer de voir si, quand on compare à la voie intraveineuse qu'on utilise actuellement, il y a un effet. Et c'est l'objet de cette méta-analyse de Fillingham, publiée dans le Journal of Arthroplasty en 2018, avec 32 études, une méta-analyse en réseau dans la prothèse totale de genou, comparant des doses assez importantes en intraveineux de 20 mg/kg à des doses locales supérieures à 1,5 g. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative sur la réduction des pertes sanguines entre la voie intraveineuse et la voie topique. Et quand on regarde par chacune de ces voies en comparaison du placebo, on a bien une réduction des pertes sanguines qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Dans la même veine, une autre méta-analyse publiée dans le BMJ en 2019 avec près de 20 essais, 2000 patients, dans la prothèse totale de genou et de hanche, avec des doses cette fois plus similaires. On ne voit pas, mais c'est 1 à 3 grammes en intraveineux comparé à peu près 1 à 3 grammes également en local. Et de la même façon que précédemment, ils n'ont pas mis en évidence de différence significative sur le taux de transfusion entre la voie intraveineuse et la voie locale. Donc si maintenant on essaye de venir un peu plus sur le versant gynécologique, parce que les études là, comparant le local à l'intraveineux étaient surtout de l'orthopédie, on n'a cette fois pas de méta-analyse en gynécologie, mais un premier essai randomisé publié dans le Middle East Fertility Society Journal en 2018 avec 105 patientes sur des myomectomies par la parotomie, comparé l'utilisation d'1 gramme en intraveineux à 2 grammes en local. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est d'abord une réduction des pertes sanguines quand on utilise la voie intraveineuse, concordant avec les recommandations actuelles de l'HAS, mais également une réduction des pertes sanguines quand on passe sur l'utilisation de la voie locale par rapport au placebo, plutôt concordant avec ce que je vous montrais avant, là, notamment en orthopédie, et puis, de la même façon que les études précédentes, l'absence de différence significative entre la voie intraveineuse et la voie locale sur la réduction des pertes sanguines. Pour continuer là-dessus, un nouvel essai randomisé de 50 patientes sur des hystérectomies programmées, cette fois, dans le Journal of Anesthesiology Clinical Pharmacology en 2022, qui comparait donc l'utilisation de 10 mg/kg en intraveineux, puis 1 mg/kg/h jusqu'à la fin de la chirurgie, à donc là c'était 1,5 g en local, et qui n'a pas mis en évidence de différence sur les réductions des pertes sanguines entre la voie locale et la voie intraveineuse. Donc à ce stade de la présentation, je propose de faire déjà une petite pause pour récapituler tout ce qu'on vient de dire. On a donc une voie intraveineuse qui fonctionne, qui fait l'objet de recommandations consensuelles jusque-là, une voie locale qui fonctionne quand on la compare à un placebo, qui semble également fonctionner avec
une efficacité similaire à la voie intraveineuse, et ce, avec une pharmacocinétique, pour rappel, qui était très différente. Donc il semble y avoir une modalité d'action un peu différente entre les deux voies. La question d'ailleurs, c'est est-ce que si on associe les deux, on a un effet additif ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, avec pour commencer un essai randomisé en double aveugle publié dans le Journal of Bone and Joint Surgery en 2016 avec 150 patients dans la prothèse totale de hanche. Il comparait donc l'utilisation de 15 mg kg intraveineux, ce qui représente à peu près 1 g par patient, à 15 mg kg intraveineux plus 1 g en local, et qui a mis en évidence d'abord donc une réduction des pertes sanguines quand on passe du groupe placebo au groupe intraveineux, mais également une réduction significative des pertes sanguines quand on passe du groupe intraveineux au groupe combiné. De la même façon, sur la transfusion, on a une réduction du taux de transfusion quand on passe du placebo au groupe intraveineux et une réduction du taux de transfusion quand on passe du groupe intraveineux au groupe combiné. Si on revient sur la méta-analyse du BMJ de 2019, il y a également une sous-partie donc sur la voie combinée. Là, on a plus de 7 essais pour 877 patients, toujours dans la prothèse de genou et de hanche, avec des doses intraveineuses allant de 1 à 1,5 g, comparées à des doses en local de 1 à 3 g, et qui a mis en évidence un surrisque de perte sanguine dans le groupe intraveineux par rapport au groupe combiné. Et également, sur la transfusion, un surrisque de transfusion dans le groupe intraveineux seul par rapport au groupe combiné. Pour terminer, une dernière méta-analyse de Yoon dans PLOS ONE en 2018, cette fois une méta-analyse en réseau avec 25 essais randomisés, 2200 patients, dans la prothèse totale de hanche, des doses intraveineuses allant de 0,5 g à 3 g, comparées à des doses locales allant de 2 à 3 g. Et ce qu'on met en évidence, c'est un effet significatif sur la transfusion de la voie combinée par rapport à la voie intraveineuse seule d'abord, et puis également par rapport à la voie intraveineuse multiple, c'est-à-dire par rapport à notre réinjection d'acide tranexamique, donc quand on fait 1 gramme, puis un deuxième gramme éventuellement répété. Si on revient sur les recommandations de l'HAS de 2022, est-ce qu'il est fait mention de l'acide tranexamique en local? Eh bien oui, elle nous dit notamment qu'il est possible d'utiliser la voie locale en complément de la voie intraveineuse, en particulier en chirurgie osseuse, puisqu'on l'a vu, c'est là qu'on a le plus d'études sur le sujet. Et dans ce contexte, les recommandations parlent de l'utilisation de 1,5 à 3 grammes dilués dans des volumes d'environ 100 ml de sérum fi. Un petit point sur les effets secondaires de l'acide tranexamique. On a retrouvé, notamment sur les premières études d'obstétrique avec l'étude de Duclos-Wouters dans Critical Care en 2011, quelques effets secondaires mineurs à type de nausées, vomissements, céphalées, vertiges ou diarrhée. Des effets secondaires qui ont été surtout retrouvés avec des posologies qui étaient assez importantes. Là, on était sur 4 grammes en bolus initial, puis 1 gramme par heure pendant 6 heures, donc des doses qu'on ne fait plus maintenant, et qui donc font que dans les études récentes, on retrouve quasiment plus ces effets secondaires mineurs. Côté thromboembolique, puisque ça a fait l'objet de nombreux questionnements sur l'utilisation de l'acide tranexamique, bien que ce soit en traumatologie avec CRASH 2, en obstétrique avec Woman ou la grosse méta-analyse du BMJ, on ne retrouve pas de surrisque thromboembolique avec l'utilisation de l'acide tranexamique. Il y a néanmoins une contre-indication qui persiste dans les recommandations de l'HAS, c'est en cas de thrombose artérielle ou veineuse récente, en pratique de moins d'1 mois, il y a encore la contre-indication de l'utilisation de l'acide tranexamique, contre-indication qui est toutefois relative puisqu'elle est à mettre en balance avec le risque ischémique cardiaque lié à l'anémie ou à la transfusion. Côté rénal, puisqu'il y a eu un risque de nécrose corticale rénale décrit dans certaines études, il s'agissait essentiellement d'études d'hémorragie du postpartum avec des fortes doses d'acide tranexamique et l'utilisation concomitante d'agents procoagulants. Ça a conduit l'HAS à recommander d'adapter les posologies en cas d'insuffisance rénale préexistante. Et l'ANSEM a formulé une petite note d'information recommandant d'utiliser de manière prudente l'acide tranexamique au-delà de 2 grammes dans l'hémorragie du postpartum. Et on parle ici d'utilisation intraveineuse, donc on voit encore un intérêt de l'utilisation locale pour pouvoir avoir des doses plus importantes sans retrouver les pics de concentration plasmatique dont on a parlé tout à l'heure. Côté convulsion, puisque donc l'acide tranexamique est un inhibiteur des neurones GABAergiques, il passe la barrière hémato-encéphalique aux alentours de 10% de la concentration plasmatique maternelle. Ça a conduit à décrire un risque épileptique, notamment en chirurgie cardiaque. Alors c'était des études avec des doses très importantes. On a ici une dose médiane de 100 mg kg, ça représente quand même de l'ordre de 6, 7, 8 grammes utilisés en injection unique. On fait plus du tout maintenant, mais on garde dans les recommandations de l'HAS la contre-indication en cas d'antécédent de convulsion ou d'épilepsie,
Contre-indication qui, encore une fois, comme pour le côté thromboembolique, est relative puisqu'elle est à mettre en balance en cas de risque hémorragique majeur. Et pour terminer, côté nouveau-né, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse en obstétrique, on a un passage transplacentaire à hauteur de 60% de la concentration plasmatique maternelle, pas d'événement particulier repéré par le CRAD, donc il recommande son utilisation sans restriction pour le 2e et le 3e trimestre. La seule nuance qui persiste concerne le 1er trimestre avec une utilisation qui est envisageable dans les situations où l'abstention thérapeutique est préjudiciable à la femme enceinte. C'est plus par absence de données et mesures de précaution que par vraiment la présence d'événements particuliers. Et enfin, l'acide tranexamique passe dans le lait maternel, mais à moins de 1% de la concentration plasmatique maternelle, ce qui, en l'absence d'événements particuliers, a conduit le CRAD à recommander l'utilisation de l'acide tranexamique dans l'hémorragie du postpartum sans restriction pour la lait. Pour terminer, je vous ai remis l'algorithme de prise en charge de l'hémorragie du postpartum au cours de la césarienne, dans lequel l'acide tranexamique intervient actuellement, on voit bien, côté anesthésique, à hauteur de 1 g intraveineux, éventuellement répété d'1 g. Et je pense qu'à la lumière des données que je vous ai présentées, et dans la mesure où il faudra de plus amples études par la suite, je pense qu'assez rapidement, on pourra arriver à l'utilisation également côté chirurgical de l'acide tranexamique en local, à raison de 1,5 à 3 g, comme recommandé actuellement. Donc en conclusion, on a une molécule à l'efficacité intraveineuse qui est bien démontrée, qui fait l'objet de recommandations consensuelles de la part de l'HAS, mais qui a également une efficacité locale démontrée, similaire à la voie intraveineuse avec une pharmacocinétique différente, qui fait se poser la question de l'efficacité de la voie combinée, qui semble être démontrée en chirurgie orthopédique et qui nécessitera à l'avenir de plus amples études pour l'extrapoler éventuellement son utilisation dans la chirurgie hémorragique ou éventuellement dans l'hémorragie du postpartum. Et je vous remercie pour votre attention.